Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nous nous sommes intéressés aux micronations. Vous avez pu découvrir sur 8e étage le reportage d'Agnès Villette et Elisabeth Blanchet sur le Liberland. Avec nous aujourd'hui, Bruno Fulini, historien. Il a écrit le premier atlas sur les micronations. Bruno Fulini, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une micronation ? Alors le mot micronation, bien sûr, c'est un anglicisme. Ça désigne un État non reconnu. Ça pourrait être la première définition qu'on donnerait. Et généralement, ces États non reconnus sont de petite dimension, au moins pour la population. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre micronation et micro-État. Monaco est un micro-État. Le Vatican est un micro-État, il y en a comme ça une soixantaine. Ce sont des États qui, eux, sont reconnus et ils sont micros par leur territoire. En revanche, une micronation peut très bien revendiquer un territoire immense. Il y a des micronations qui revendiquent un quart de l'Antarctique, par exemple, ou le Groenland, ou enfin des territoires très très vastes. En revanche, c'est un petit nombre de personnes, parfois même une personne, souvent un petit groupe, qui se fédèrent autour de cette idée d'État et qui travaillent à ce que cet État ait un début d'existence. C'est-à-dire qu'une micronation, ça n'est pas non plus un État imaginaire comme la Moldavie dans Tintin, par exemple, pas du tout. C'est un État qui a un début d'existence. Alors bien sûr, il ne siège pas à l'ONU, bien sûr, ses ambassadeurs ne sont pas reçus dans les ambassades des grands États. En revanche, il a généralement un drapeau, des armoiries, une devise, une constitution écrite, des papiers d'identité, souvent une monnaie, quelquefois des timbres, des décorations, toutes sortes d'emblèmes, toutes sortes de marques de souveraineté qui témoignent de l'existence au moins embryonnaire d'un État. Et puis, parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois les acteurs de cette micronation contrôle véritablement un territoire, qui peut être tout petit, qui peut être plus vaste, qui peut être artificiel. Après, il y a toutes sortes de ruses pour essayer d'exercer ce pouvoir étatique sur une étendue quelle qu'elle soit. Mais la micronation, c'est ça. Ça peut prendre la forme d'un État classique non reconnu, comme des formes beaucoup plus inventives, dans lesquelles finalement on a une sorte de gouvernement en exil dans un appartement qui va revendiquer un territoire très lointain. Après, d'un point de vue politique, c'est très varié. C'est-à-dire que ce modèle de la micronation, finalement, est assez indifférent aux idéologies. Et donc, vous pouvez avoir des micronations qui se revendiquent du marxisme, comme d'autres qui sont extrêmement conservatrices, comme d'autres qui sont plutôt alternatives. Je dirais que c'est un petit peu au choix du fondateur ou des fondateurs. Alors on va revenir effectivement sur ce qui pousse des fois à créer des micronations. Est-ce qu'on a une idée de combien il en existe à travers le monde ? Alors, j'en ai dénombré environ 400 aujourd'hui, si on compte les communes libres, qui sont une forme d'entité un petit peu particulière. Donc, il y en a 400 actives aujourd'hui, et sachant que ça, c'est le recensement que j'ai fait pour mon livre Royaume d'aventure, mais il se trouve que mon premier livre, il y a une vingtaine d'années, L'État, c'est moi, portait également sur ce thème-là, et à l'époque, j'en avais recensé environ 200. C'est-à-dire que le nombre a finalement doublé en 20 ans, et il n'y en avait quasiment pas au début du XXe siècle. Donc il y a une progression exponentielle de ces micronations. Elles sont de plus en plus nombreuses parce que les modèles qui fonctionnent ont été imités. Chaque fois qu'on parle des micronations, ça donne des idées à ceux qui écoutent, et donc on voit essaimer des modèles de micronations. Je pense qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Alors justement, pourquoi cette augmentation ? Est-ce que finalement les gens ne sont plus satisfaits de leur propre pays en fait ? Oui, il y a de ça. La micronation, c'est peut-être le stade ultime de la démocratie. Dans la démocratie, tout citoyen est détenteur d'une parcelle de souveraineté. Eh bien, dans la micronation, ce citoyen prend cette parcelle pour lui et dit, puisqu'on ne s'en sort pas, sur cette parcelle-là, je vais cultiver mon propre projet politique. C'est pour cela d'ailleurs que les micronations, les toutes premières, on les trouvait dans des zones plutôt exotiques, des territoires vraiment marginaux, aux franges de la colonisation, puis de la décolonisation, ou au fin fond du Far West. Mais ça, c'était encore des états d'aventuriers ou de flibustiers. Et puis aujourd'hui, les micronations, elles essaiment plutôt dans les centres urbains des pays développés, avec des citoyens très éduqués, mais qui ne sont pas du tout des aventuriers, et qui vont, souvent sur un territoire prétexte, en réalité, faire sécession et essayer d'inventer quelque chose d'autre.
Ils n'ont plus d'espoir dans les partis politiques, les syndicats, les cadres ordinaires de la démocratie. Donc, ils vont créer un État nouveau sur une base territoriale nouvelle et éventuellement avec un cadre politique totalement renouvelé aussi. Donc du coup, en général, la base de cette création, c'est politique. Ou est-ce qu'il y a parfois d'autres, pas de critères, mais d'autres choses qui déterminent cette création? De toute façon, créer un État, c'est forcément une démarche politique. Alors après, certains le font, je dirais, pour rire, ou en tout cas avec de l'humour. Cela dit, on peut faire plein de choses avec de l'humour. Ce n'est pas anodin de s'orienter vers la création d'un État. Alors dans l'histoire, hein, on trouve des précédents intéressants. À Montmartre, par exemple, en 1884, a été créé pour la première fois un État montmartrois, une séparation de Montmartre et de l'État qui a donné la Commune libre, la République, etc. Ça a été vraiment pionnier. Et puis on a vu ce genre de sécession un peu symbolique se développer. Il ne faut pas croire que parce qu'un État naît dans un éclat de rire, sur la base d'une plaisanterie, il ne faille pas le prendre au sérieux. Il y a eu, par exemple, dans les années 50, un petit groupe d'hommes d'affaires américains, de pêcheurs, qui, ivres-morts, ont déclaré un soir l'indépendance de leur île, qui était une petite île privée au large du Canada, hein, Outer Bald. Donc ils en ont fait la principauté d'Outer Baldonia. Bon, eh bien, ils se sont pris tellement au sérieux dans les mois qui ont suivi qu'ils ont même adressé un ultimatum à l'URSS. Qui s'étaient moqués de leur constitution parce qu'elle proclamait toutes sortes de droits zinzin, comme de cracher par terre, de s'insulter, etc. Bon, c'est-à-dire que de la plaisanterie un peu grossière entre mecs, eh bien, on est allé vers la création d'un véritable État avec ces hommes d'affaires qui ont consacré du temps et de l'argent à la réalisation de documents, de papiers d'identité, de monnaie, etc. et à l'acte politique par excellence qui consiste à déclarer la guerre à une puissance et en plus, en l'occurrence, à une superpuissance. Donc, l'un des ressorts, ça peut être l'humour, mais ça n'explique pas tout. L'autre ressort, ça peut être l'appât du gain. Et là, il faut faire attention. La plupart des micronations sont assez désintéressées. Quelques-unes proposent comment dirais-je, de contribuer au trésor ou d'acheter des petites choses pas très chères, comme des papiers d'identité, des brevets, etc. Mais il y a aussi quelques escroqueries. Hein, donc des micronations qui s'efforcent de prendre l'apparence de micro-États plus que de micronations, qui jouent sur l'ignorance du grand public, et en particulier l'ignorance de tous les réfugiés, de tous les gens qui ont absolument besoin d'avoir des papiers d'identité, et on va leur vendre comme authentique, comme véritable, comme sérieuse, une nationalité qui en fait est largement fictive. Et il y a eu comme ça là quelques cas qui ont été de véritables escroqueries. Hein. Il n'y a rien d'autre, comme le dominion de Melchisédek, par exemple, pour citer le cas le plus connu. Melchisédek, c'est une sorte d'État religieux, un petit peu sur le modèle du Vatican, qui occuperait une île du Pacifique. Le problème, c'est que selon les époques, c'est jamais la même île, qu'en fait, ils ne sont évidemment propriétaires d'aucune île. Et en fait, le gros de leur business, c'est de vendre des passeports ou des placements financiers bidons à toutes sortes de naïfs. Ils ont gagné beaucoup d'argent avant la rétrocession de Hong Kong, parce que évidemment, plein d'habitants de Hong Kong qui ne voulaient pas tomber sous la coupe de la République populaire de Chine ont acheté des passeports qui ne valaient rien. Ils ont renouvelé ça auprès de Palestiniens, auprès de réfugiés de toutes sortes. Bon, ça, c'est vraiment un autre cas de figure. L'appât du gain. Vous en avez d'autres qui vendent des titres de noblesse, qui vendent des faux diplômes, etc. Donc il faut faire un petit peu attention où on met les pieds quand on entre en relation avec un gouvernement micronational. Et puis la troisième motivation, c'est l'ego. Hein, vous allez avoir des individus qui ont un vrai charisme, qui ont une volonté de souveraineté, d'indépendance très forte, et donc qui vont créer un État pour être libre. Au fond, la vraie motivation, qui est politique, c'est de parvenir à un degré de liberté supérieur. Quand on réussit à confondre sa liberté individuelle avec une souveraineté d'État, eh bien, on atteint un stade très élevé, peut-être suprême, de la liberté. Mais alors, parce qu'effectivement, pour créer ces micronations, il faut des territoires qui se réclament de personnes. C'est dans le reportage sur Liberland, on voyait, il parlait des terra nullius. Est-ce que moi, demain, si je trouve un de ces territoires, je peux y aller et puis dire, c'est à moi, je crée ma micronation, ou c'est un peu plus compliqué que ça, j'imagine?
Alors, si demain émergeait quelque part une île nouvelle, un volcan sous-marin qui se soulève, une île apparaît, et que vous êtes la première à vous présenter sur cette île, le droit du premier occupant est totalement reconnu dans le droit international. Donc oui, dans ce cas-là, vous pourriez prendre possession de cette île, soit pour votre pays, soit pour vous-même, et y créer un État. Juridiquement, c'est valable. Le problème, c'est que ça n'arrive plus aujourd'hui. La planète est entièrement connue. Il n'y a plus de territoires qui strictement n'appartiennent à personne. Donc, les fondateurs de micronations vont se mettre à ruser. Alors, dans le cas de Liberland, ils vont s'emparer de territoires qui ne sont pas des territoires nouveaux, qui sont des territoires connus, mais qui ont un statut ambigu, souvent qui font l'objet d'un contentieux territorial. Il y a un chevauchement de frontières, il y a un litige, on ne sait pas vraiment à qui appartient ce territoire, et donc on va s'y installer. Ce qui est vrai, c'est que ce type de territoire est à l'abri des polices, des armées, des États qui, eux, sont reconnus. De la même façon, il y a une petite république de Carnavalis qui apparaît quelques mois dans l'année sur la rivière la Sarre, qui, pour une petite portion, délimite la France et l'Allemagne. Sur les cartes et les traités, on voit juste une rivière. Quelques mois par an apparaît un banc de vase. On ne sait pas si ce banc de vase est français ou allemand. Et donc, vous avez une république pour rire qui le réclame comme territoire. Et comme cela, ces territoires contestés, ces îlots sur des fleuves frontaliers, ces petits rochers qui prolongent en mer une frontière terrestre, ont donné lieu à toutes sortes de projets micronationaux. Et puis, les fondateurs de micronations sont parfois très inventifs, c'est-à-dire qu'ils vont aussi inventer de nouveaux concepts de souveraineté qui n'existent pas en droit international. Par exemple, l'Angalistan, qui revendique comme territoire la ligne d'horizon. Voilà, donc c'est très poétique, c'est très beau, c'est un territoire immatériel et pourtant il y a bien une ligne d'horizon. Le problème c'est qu'elle bouge tout le temps et qu'on ne peut pas la saisir, mais ça leur a suffi pour asseoir leur projet d'État. Il y a un autre État qui lui revendique comme territoire non pas une surface mais une ligne, c'est-à-dire les lignes frontières séparant les États souverains. Alors là aussi, on est dans l'immatérialité totale, mais néanmoins, ces lignes frontières existent. Troisième cas absolument génial, qui a été créé par un artiste autrichien, c'est la République de Kugel-Muggel. En fait, c'est une sphère creuse, et cet artiste, Liebberger, considère que l'Autriche étant une surface, sa sphère n'est pas en Autriche, mais simplement tangente à l'Autriche. Donc là, c'est un raisonnement de géométrie et non plus un raisonnement juridique qui permet de dire que lorsqu'il est dans sa sphère, il n'est plus en Autriche, il est dans un objet qui est sa création et qui est simplement tangent à l'Autriche par un point imperceptible, géométrique, immatériel. Je pourrais multiplier ce type d'exemples. Les fondateurs de micronations, vu la difficulté à trouver des territoires neufs, soit utilisent un accident de l'histoire, un contentieux territorial, soit invente littéralement de nouveaux concepts de territorialité. Le point ultime, et bien sûr, c'est de créer son territoire soi-même. C'est-à-dire que vous avez des micronations qui sont sur des territoires totalement artificiels. Et alors, justement, ces micronations, elles sont perçues comment par les pays voisins, par les autres nations, justement? Alors, les autres nations, évidemment, considèrent que ces États n'existent pas, ne sont pas reconnus. Alors, quand ces États autoproclamés agissent dans le registre de l'humour, ils peuvent être considérés comme folkloriques et sympathiques, et ça se passe relativement bien, tant qu'ils ne touchent pas à l'argent, aux armes, à tout ce qui est régalien. Ce qui fait que certaines micronations jouent sur les deux tableaux. Par exemple, en Italie, il y a une principauté de Seborga, qui est un petit village perché dans le nord de l'Italie, en Ligurie, qui considère, alors lui, il a un raisonnement historique, il considère que c'est une ancienne principauté abbatiale, ça c'est vrai, et que cette principauté n'a jamais été formellement rattachée à l'Italie quand elle s'est unifiée. Elle aurait en quelque sorte été oubliée au moment du rattachement. Et donc, ils ne font pas sécession, ils maintiennent une indépendance très ancienne qui n'a jamais été rayée de la carte. Ça, c'est leur raisonnement à eux. À partir de là, ils ont leur propre monnaie, ils ont tracé leurs frontières à la peinture bleue à l'entrée du village, à l'intérieur, il y a toutes sortes de manifestations qui sont parfaitement tolérées. Le problème, c'est lorsqu'ils sortent. Par exemple, ils avaient mis des plaques d'immatriculation sur leur voiture. Immédiatement, les carabiniers italiens les ont alignés.
Donc maintenant, ils circulent avec deux plaques, une plaque italienne et une plaque de Seborga. De la même façon, ils payent leurs impôts à l'Italie. Mais eux considèrent que c'est de l'aide internationale. La principauté de Seborga vient en aide à ce malheureux État italien dont les finances sont si mal en point. Donc là aussi, beaucoup de ruses, beaucoup d'intelligence permettent de jouer un petit peu avec la tolérance des États voisins quand ces États sont des démocraties respectueuses, évidemment, des droits individuels. Il y a très très peu de micronations dans des régimes autoritaires ou dictatoriaux, parce qu'évidemment, la tentative serait écrasée tout de suite. C'est beaucoup plus en Europe occidentale, aux États-Unis ou dans, ça me semble, le petit pays des Antilles ou du Pacifique qu'on va voir apparaître aujourd'hui des micronations. Il n'y en a pas en Chine populaire, par exemple. Alors, mais du coup, sur ces 400 micronations à travers le monde, il n'y en a absolument aucune qui est reconnue par une nation officielle. Si une micronation était reconnue officiellement, elle cesserait d'être une micronation. Elle deviendrait un État au sens plein, éventuellement un micro-État si c'est un petit territoire. Alors il y a quelques entités qui ont un statut un petit peu tangent, un petit peu intermédiaire. Par exemple, Christiania au Danemark. C'est un petit quartier de la capitale, Copenhague, qui était une ancienne caserne militaire. Bon, il y a tout un groupe d'alternatifs qui s'en est emparé il y a une quarantaine d'années. Et c'est devenu une sorte de commune autogérée où les drogues douces peuvent être achetées assez librement, etc. Avec un drapeau, avec une monnaie, avec ses propres règles de fonctionnement. Le Danemark ne considère pas Christiania comme un État, mais lui a concédé à un moment un statut d'expérience sociale, donc un statut particulier sur ce micro-territoire. Là, il y a eu une négociation entre l'État danois et le petit groupe qui s'était emparé de ces bâtiments militaires désaffectés pour y créer une commune libre, si vous voulez. Il y a un cas beaucoup plus ancien qui est très intéressant parce que là, on n'est pas loin de la reconnaissance. Vous savez, c'est la vieille histoire des mutinés du Bounty. À la fin du XVIIIe siècle, ces marins anglais qui se sont rebellés, qui se sont mutinés, qui se sont emparés d'un navire et qui, pour échapper à la pendaison, eh bien, se sont réfugiés sur une île extrêmement isolée qui s'appelle Pitcairn. Eh bien, les habitants actuels de Pitcairn sont les descendants de ces marins et des Polynésiennes qu'ils avaient amenés avec eux. Pitcairn est aujourd'hui une colonie britannique, mais qui dispose de ses propres lois. L'ONU a mis Pitcairn sur la liste des territoires à décoloniser, même s'il n'y a qu'une cinquantaine d'habitants aujourd'hui. Ça veut dire que nous verrons peut-être un jour un État au sens plein de Pitcairn, avec son drapeau, avec une reconnaissance internationale pleine et entière, qui dérivera d'un acte de mutinerie 200 ans plus tôt. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Et alors justement, vous le disiez, il y a 20 ans déjà, vous aviez recensé ces micronations. Justement, là, quand vous avez fait cet atlas, parmi les 200 que vous aviez trouvés il y a 20 ans, est-ce que les 200 étaient toujours là ou est-ce qu'il y en a qui avaient disparu? En moyenne, est-ce que ça a une durée de vie limitée finalement, ces micronations? C'est vrai que comme ça repose sur un individu ou un petit groupe d'individus, on voit des micronations qui apparaissent et qui disparaissent. Alors certaines ont une grande durée de vie. L'une des premières micronations, comment dirais-je, qui utilisait les nouvelles technologies, Talosa, c'est sans doute le premier État au monde à s'être doté d'un site Internet, par exemple, existe toujours. Et elle se confond avec la vie de son fondateur, quoi. Il l'a créée lorsqu'il était ado et elle continue d'exister. D'autres sont des feux de paille, ça apparaît, ça disparaît. Et puis, il y a des cas plus intéressants où la micronation actuelle se fonde sur des faits historiques anciens. Et par exemple, le royaume de Redonda, c'est un royaume qui a en fait 150 ans d'existence. Il n'est pas reconnu internationalement. C'est un rocher des Antilles dont s'est emparé un négociant à un moment. Il s'est proclamé roi, puis il a transmis la couronne à son fils. Au départ, c'était pour rire, là encore. Et puis, il se rend compte qu'en fait, ce rocher n'appartient véritablement à personne. Donc, il est bien le premier à y asseoir sa souveraineté. Et alors, évidemment, au fil des décennies, la couronne s'est transmise, mais personne n'habite sur ce rocher qui est d'ailleurs inhabitable. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau douce, c'est tout petit, c'est très escarpé. Mais cette couronne se transmet et c'est devenu une sorte de société littéraire en quelque sorte. On a vu assez récemment un pub britannique essayer d'échapper
à la réglementation sur les horaires d'ouverture, etc., en se déclarant ambassade de Redonda au Royaume-Uni, avec l'idée que du coup, il pourrait acquérir une forme d'extraterritorialité. Évidemment, c'était totalement illusoire, mais ça lui a valu au moins un bon coup de publicité. Et alors, on en parlait, on va revenir sur la France, parce que vous parliez tout à l'heure de Montmartre. Combien il y a de micronations en France? Alors, il y en a environ 140. Hein, parce qu'il y a en France, depuis effectivement la sécession de Montmartre, un mouvement des communes libres qui, à lui seul, regroupe plus de 130 entités. Alors, les communes libres, c'est plus bon enfant que les micronations vraiment militantes. Ça relève plus de la solidarité, de l'entraide, du folklore. C'est des quartiers ou des petits, ou un groupe de rues, ou un petit village un peu typique qui va s'autoproclamer commune libre, république libre, etc. Et ce qui va donner lieu à des festivités, à toute forme d'action, à la fois de solidarité, de fête. Bon, et ça, c'est assez vivace en France. Et il y a même une association qui regroupe ces communes libres. Et puis, indépendamment de ces communes libres, vous avez des micronations qui ont fait sécession, la principauté d'Aigues-Mortes, Laas, il y en a comme cela une petite dizaine qui s'ajoutent à ces communes libres et qui sont assez différentes parce que là, on a vraiment tout l'attirail de la micronation. Et comment elles sont perçues par l'État français, justement? Tant qu'elle reste folklorique et sympathique, aucun problème. Lorsque l'on se mêle de politique internationale, d'impôts, d'argent, ça se crispe. Un bon exemple, c'est la République du Saugeais. Hein, le Saugeais, c'est un territoire qui se trouve en Franche-Comté, adossé à la frontière suisse, et qui, au Moyen-Âge, a été défriché par des colons venus de Suisse alémanique. Donc, ils ont un folklore, une langue assez différente du reste de leur département. Et donc, en 1947, là aussi, ça démarre comme une blague, un préfet en visite qui lance une vanne au patron du café, qui lui dit « mais vous êtes dans la République du Saugeais, eh bien je vous nomme président de la République », ça démarre comme ça. Mais ça fait 70 ans que ça dure. Et depuis 70 ans, il y a cette République du Saugeais avec son président, puis les présidentes, hein, c'est une des rares micronations dirigée par une femme, avec un gouvernement, avec des timbres, avec des douaniers bénévoles qui contrôlent des laissez-passer. C'est devenu aussi une attraction touristique dans une zone rurale qui était un petit peu oubliée, qui a utilisé cette forme de république pour se faire connaître, pour attirer des touristes, avec une journée annuelle des citoyens d'honneur. Hein, on nomme citoyens du Saugeais différentes personnalités qui en ont fait la demande ou qui peuvent rendre service à la République. Et puis, à un moment, il y avait eu en France l'idée de créer des zones franches. Et là, il y a eu des dissensions importantes parce qu'une partie des animateurs de cette République du Saugeais voulaient en profiter pour passer à un stade un petit peu plus sérieux en réclamant le statut de zone franche pour le Saugeais, avec donc des avantages fiscaux. En plus, à la frontière suisse, c'était doublement intéressant. Et là, les choses se sont très vite tendues. Donc, les habitants du Saugeais ont fait machine arrière. Tant qu'il n'y a ni argent, ni armes, ni refus de payer l'impôt, ça se passe très bien en France. Ça devient plus compliqué autrement. Il y a aussi des micronations dans la France d'outre-mer. Peut-être en dire un mot. Hein, par exemple, en Polynésie est apparu une espèce de roi étrange qui ressemblait à un roi de carnaval, mais qui était à la fois un monarque autoproclamé et quasiment un chef de secte, qui avait créé la République monarchique Pakumoku. Et il lui vendait des permis de conduire, avait mis en circulation sa propre monnaie. Il avait une garde, hein, une garde présidentielle dont l'un des membres avait molesté un gendarme. Donc au total, il s'est retrouvé devant les tribunaux et il a été condamné pénalement. Bien sûr, un État ne laisse pas d'autres États prospérer sur ce qu'il considère être comme son sol. Donc après, on entre dans un rapport de force et évidemment, une micronation qui a pour force quelques individus n'a aucune chance. Alors justement, j'avais demandé, un État peut forcer une micronation à disparaître finalement? Oui, en l'annexant déjà, en faisant savoir qu'il ne reconnaît pas cette indépendance. C'est pour cela que les fondateurs de micronations sont si rusés, parce qu'ils évitent de se trouver dans le cas d'une sécession ratée, en fait, et qu'ils vont réclamer des territoires marginaux, difficiles à saisir, qu'ils vont utiliser l'humour, qu'ils vont utiliser toutes sortes d'astuces, que éventuellement ils vont prendre la forme d'un gouvernement en exil.
C'est-à-dire que s'ils habitent Paris, ils vont réclamer un territoire qui, lui, n'est pas en France, qui est ailleurs, en se fondant sur toutes sortes d'arguments juridiques, historiques, etc. Certains réclament des corps célestes, là vous êtes tranquille, ou des icebergs, ou des territoires sous-marins, bon, tout ce que l'on veut. Et dans ce cas-là, ça offre beaucoup moins de prise. Bon, si leur démarche est, je dirais, politique et intellectuelle, mais désintéressée, ils ne vont pas non plus tomber sous le coup de tout ce qui, comment dirais-je, pend au nez des escrocs qui font véritablement commerce, hein, de faux brevets, faux diplômes, faux papiers d'identité. Donc là aussi, une micronation désintéressée et intelligemment menée ne sera pas inquiétée. Alors qu'un projet de véritable sécession, évidemment, va heurter de front la puissance publique, c'est logique. Alors justement, on va terminer avec le Liberland, puisque là, le dernier projet en date, c'était un concours d'architecture pour construire finalement une ville, hein, sur cette micronation. À votre avis, quel peut être son avenir à cette micronation-là? Le Liberland a déjà réussi, comment dirais-je, un coup de publicité planétaire. On en a entendu parler partout, les médias l'ont repris, ce qui veut dire aussi quelque chose, hein. Ça veut dire que dans les médias et dans les opinions publiques, l'idée qu'on puisse créer un État nouveau et un modèle complètement nouveau a de l'écho, correspond à un désir, correspond peut-être même à un besoin de liberté. Donc ça a du sens. Après, quand on examine le territoire revendiqué par le Liberland, on se rend compte que le Liberland, il n'y a rien, et ce n'est pas demain qu'il y aura quelque chose. Hein, vous vous rendez compte qu'il y a une énorme différence entre lancer un concours d'architecture et bâtir véritablement une ville nouvelle. En fait, ça fait 100 ans que vous avez aussi des projets d'État offshore, hein, et avec aussi une logique très libertaire ou pré-libertarienne, avec l'idée qu'on va créer en haute mer, donc là où il n'y a pas d'eau territoriale, on va créer une ville artificielle, une ville nouvelle, soit flottante, soit sur pilotis, soit sur une plateforme, soit en s'appuyant sur un socle rocheux, et vous avez périodiquement des maquettes, des plans qui circulent avec des levées de fonds. Bon, mais ça, pour le moment, ça n'a jamais abouti à un projet concret, parce que lorsque l'on veut construire, il faut collecter effectivement des fonds, il faut que ces fonds soient dans des banques, et dans des banques qui aient un ancrage sérieux, si vous voulez. Il faut pouvoir recruter des gens, donc il faut qu'un droit s'applique. Bref, on se heurte à l'absence d'État, justement. C'est ça le paradoxe. Hein, pour qu'une micronation existe, naisse, il faudrait qu'elle puisse prendre ancrage sur des États déjà naissants, en fait, ou déjà existants. Et donc là, on se heurte vraiment au paradoxe de la reconnaissance d'un État. Finalement, pour qu'un État apparaisse véritablement, il faudrait qu'il soit soutenu par un État déjà reconnu d'un point de vue réaliste, ou alors il faudrait la découverte d'une terre nouvelle, ce qui pour le moment est très difficile. Les seuls cas que l'on puisse envisager, c'est avec la fonte des glaces polaires, eh bien que apparaissent des territoires qui jusqu'alors étaient dissimulés par la calotte glaciaire. Et en imaginant que ni la Russie ni le Canada ne les considèrent comme le prolongement de leur propre territoire. Ça fait beaucoup de si. La micronation a-t-elle vraiment vocation à devenir un État comme les autres? Peut-être pas. Moi, je considère que l'intérêt des micronations, c'est plus d'être des laboratoires de la pensée politique et même de l'action politique. Je vous l'ai dit, c'est une micronation qui, la première, a eu l'idée de se doter d'un site Internet en tant qu'État. Aujourd'hui, on n'imagine pas un État moderne qui n'ait pas son site, voire ses sites, ministère par ministère. Mais à l'époque, c'était absolument pionnier. De la même façon, ce sont des micronations qui, les premières, ont introduit des notions écologiques dans leur texte constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons une charte de l'environnement en France, mais finalement, la France n'a fait qu'imiter des micronations. Et donc, ce qui est intéressant dans les micronations, à mon sens, ce n'est pas tellement leur chance de devenir des États comparables à la France ou à la Belgique, franchement, j'y crois peu. C'est que finalement, c'est aujourd'hui vraiment le refuge de l'utopie, c'est le refuge de l'imagination politique, et c'est là que s'élaborent des modèles étatiques qui vont peut-être contaminer les États véritablement reconnus.
Finalement, les États peuvent observer les micronations et peut-être même apprendre d'elles, quoi, finalement. Écoutez, très bien. Sur ces paroles, ce podcast va se terminer. Merci beaucoup, Bruno Funy, pour votre participation. Et puis, à tous nos lecteurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage. Merci.